Ça y est, on se connecte là. Delphine, Oh, j'aimerais. s'il vous plaît, merde! Franchement, là, ça m'énerve. Là, ça Delphine, me fout dans une rage épouvantable, là. M'excuserez, mais non. Alors, ça y est, nous sommes connectés. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, 61e émission Allô Président, la télévision du gouvernement de la France libre. Nous sommes le 13 juin 2020 et le thème de ce soir, la naissance sans violence. Donc c'est présenté par Adrien. Nous laissons les personnes se connecter comme d'habitude. Pendant ce temps-là, on partage. Tout ce qui arrive, pouce bleu et partage. Le temps, comme d'habitude, vers 20h35, démarrage effectif de la présentation. Voilà. Donc, partagez sur les réseaux sociaux, partagez donc sur vos groupes Facebook. Par SMS, vous avez le lien, vous pouvez copier le lien. C'est ce que je vais faire immédiatement pour que ceux qui ne savent pas faire sur Zoom puissent partager à leurs amis. Donc voilà, je le mets pour tout le monde. Voilà, hop, copier-coller. Et c'est bon. Donc, ce soir, libre, je répète, donc 61e émission, donc ça fait 2 mois maintenant. Allô Président, du 13 juin 2020. La naissance sans violence. La naissance, quand on parle de la naissance, c'est la mise au monde d'un petit bébé, évidemment, c'est pas autre chose. Merci pour les pouces bleus. Je vois des petits mots doux qui passent. Bonsoir à tous, oui. Du calme, Delphinette. Ah oui. Oui. Excusez-moi pour cette petite élan, hein, parce qu'on voulait être parfait, mais on n'arrive jamais à être parfait. Voilà. Maintenant, on va laisser, il est 20h34, encore 1 minute, le temps que les gens que vous vous connectiez tous. Voilà. Encore 1 minute, voilà. On va vous laisser 1 minute avant l'introduction. Marie-Noël va enchaîner notre maître du temps. Puis, voilà, elle va expliquer un petit peu comment va se dérouler cette soirée. Voilà. Allez, on va passer à la mosaïque, puis donc les intervenants. Petite introduction. Donc pour Marie-Noël, est-ce que tu peux expliquer donc le déroulement de cette émission de ce soir? Tout à fait. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va parler de la naissance sans violence, comme l'a présenté Delphine. Dans un premier temps, on va avoir Eric qui va parler d'actualité pendant à peu près une demi-heure. Ensuite, on va passer au thème de la soirée qui va être présenté par Adrien pendant à peu près 45 minutes, à peu près. Et ensuite, 45 minutes, 1 heure. Et ensuite, on donnera le reste du temps pour les questions en rapport avec le thème, s'il vous plaît.
Et puis voilà. On va tenter de terminer vers 22 heures. C'est notre but et on va voir comment ça se passe. Impeccable. À À toi, Eric. Merci. Alors, bonsoir à tous. Les nouvelles, globalement, elles sont toujours dans le même ordre d'idées, dans le même ordre d'esprit. Je pense que tout le monde suit un peu quand même les infos générales. Et vous voyez que la crise ne cesse d'augmenter. Vous voyez aussi qu'il y a 2 pays en Europe qui ont des présidents tout à fait particuliers, qui sortent un peu du schéma habituel, qui sont des jeunes parfaitement formés et formatés à la façon Club Bilderberg, c'est Macron et Sanchez, la France et l'Espagne. Et on retrouve exactement les mêmes volontés de confinement maintenu, de manipulation sur les masques, de manipulation de la population, qui sont exactement les mêmes. Et alors, je crois qu'il y a une vraie question à se poser à ce propos justement de ce confinement qui est maintenu en toute illogique, qui n'a aucun sens, et pourtant qui est maintenu avec énormément de rigueur. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est même pas ça. Ce qui est le plus inquiétant, c'est le nombre de gens qui sont encore totalement soumis. Il suffit de leur dire c'est la loi ou c'est le règlement, et ils sont totalement soumis au point de devenir des ennemis de ceux qui ne le sont pas. Et on voit une division, on voit des affrontements, on voit des gens dans l'entrée des magasins et tout qui sont prêts à vous faire des scandales quand vous rentrez sans masque. C'est d'une absurdité impressionnante et c'est surtout très inquiétant quant à l'humanité. C'est une quantité de gens qui ne pensent plus, qui ne discernent plus, qui ne jugent plus, qui acceptent de devenir totalement robotisés, totalement soumis, sans la moindre réflexion. Et ces gens-là deviennent en plus particulièrement agressifs si on ne leur ressemble pas. Je crois que malheureusement, les gouvernements réussissent en ce moment à acquérir toute une partie de la population à vouloir être emprisonnée, à refuser les notions de liberté, les notions véritablement humaines. Et c'est assez impressionnant à quel point ils y parviennent. Donc, je crois qu'on a absolument une urgence à ce qu'au moins un pays sorte de ce schéma de folie et que ce pays ait un rayonnement sur le monde. Le programme du CNT, c'est un programme qui déborde largement de la France. Alors, j'en profite un petit peu pour saluer au passage 2 nouveaux groupes de Gilets jaunes qui nous rejoignent. L'un du nord de la France, donc un salut de la part de François, avec qui vous avez eu cet entretien cet après-midi. Et puis un autre salut aux Gilets jaunes de Givors, donc dans le sud de Lyon, si je ne me trompe pas. Et cette fois-ci, c'est un salut de la part d'Éric, qui était donc également avec tout ce groupe des Gilets jaunes et qui leur a exposé un peu ces concepts, parce qu'effectivement, il y a une forte pénétration de ce mouvement des Gilets jaunes qui représente tous les Français finalement, qui remettent maintenant en cause complètement le système. Au début, ils étaient là uniquement pour s'opposer à l'augmentation des prix de l'essence, et puis très vite, ça a bifurqué. Et grâce justement aux échanges, toute cette population a énormément évolué et s'est rendu compte que c'était même plus une histoire d'augmentation de prix ni rien, mais un plan global qui touche toute la planète et pas seulement la France, et qu'en plus de ça, dans ce plan global, il y a un système qui est le système qui permet que tout ça arrive, c'est la République. Alors, de plus en plus de Gilets jaunes maintenant veulent sortir du système, veulent maintenant autre chose. Et dès qu'ils veulent autre chose, eh bien, il n'y a que le CNT, puisqu'il n'y a pas d'autre concept qui soit véritablement hors du système et véritablement dans la lignée juridique. Parce que cet aspect juridique est extrêmement important, c'est celui du droit. Aussi bien en droit national qu'en droit international, ce CNT est bien le seul gouvernement qui soit légitime en France, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, qui est la plus haute autorité hiérarchique du système judiciaire français, du système juridique, pardon,
puisque la Déclaration des droits de l'homme est au-dessus du préambule de 46 et encore au-dessus, bien sûr, de la Constitution, qui, de toute façon, maintenant est complètement invalide. Ce qui fait que ces gilets jaunes représentent aujourd'hui une masse que les mouvements politiques voudraient bien essayer de récupérer. Alors, on sait que certains, comme les mouvements de Mélenchon, les mouvements de Le Pen, etc., travaillent très activement à essayer de récupérer les gilets jaunes pour leur compte politique, encore une fois, c'est-à-dire pour les ramener dans le système de la République. Et puis, il y a toute une partie de ces gilets jaunes qui, eux, au contraire, refusent de se laisser embarquer dans ces mouvements et qui ne trouvent pas d'autre maintenant issue ou solution que de s'écarter complètement du système, donc de réfléchir, de chercher à se documenter, et cela arrive naturellement donc à nous rejoindre. Et ce qui fait qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et alors, s'il y a d'autres groupes de gilets jaunes qui, en ce moment, sont en train de nous écouter, eh bien, aujourd'hui, il va falloir entrer dans une phase qui va être une phase d'action, une phase qui va arriver prochainement. Et donc, c'est le moment, mais pour vous y joindre sérieusement, il faut véritablement au moins qu'un d'entre vous s'enregistre sur notre site de façon à ce qu'on puisse le mettre en contact, l'informer et le mettre en contact avec tout le réseau qu'il y a déjà autour, parce qu'aujourd'hui, on est le plus gros réseau de France. Et on couvre tous les départements et partout, donc vous trouverez des gens qui vont pouvoir vous donner toutes les informations, tout ce qui est en préparation, mais aussi éventuellement vous expliquer quelle est la finalité et comment on fonctionne. Car si nous sommes un gouvernement provisoire qui n'est là que pour mettre en place une structure qui va offrir à tous les Français d'abord une véritable information, savoir ce qu'il en est réellement, qui va donc réveiller toutes ces masses qui aujourd'hui sont cachées derrière des masques et qui croient au gouvernement et à BFM TV et à l'OMS. Au passage, en parlant de l'OMS, c'est une organisation purement criminelle appartenant au laboratoire et dont vous savez tous maintenant que Bill Gates ne se gêne pas du tout pour déclarer très franchement qu'il compte vacciner toute la population mondiale. Ça veut dire qu'il compte faire un bénéfice absolument gigantesque. Et le système, il faut bien le comprendre, le système, c'est de vous offrir la vaccination. Or, vous offrir la vaccination, en clair, ça veut dire que le gouvernement du pays en question va payer une petite fortune au laboratoire. Après, on vous racontera que la sécurité sociale est en déficit. Et puis, tout ça rentre toujours dans un schéma où c'est de l'argent fabriqué, où c'est à l'arrivée les peuples qui payent tout, et vous allez payer pour massacrer vos enfants. Parce que ce vaccin, qui va être rendu obligatoire, est destiné, comme vous l'a montré Samuel il y a quelques jours lors d'une émission, est destiné à créer une obligation au niveau des passeports, c'est-à-dire que vous n'aurez plus le droit de vous déplacer, de circuler, etc., si vous n'avez pas un passeport attestant également la vaccination. Exactement comme ce qu'on fait déjà depuis des années aux chiens et aux chats. Dès que vous emmenez votre chien d'un pays à un autre, il faut un passeport comme quoi il est vacciné, qu'il est bien implanté, qu'il a la puce RFID, etc., etc. Et bien maintenant, on va vous demander de faire la même chose avec vos enfants. Et on va vous le demander pour vous aussi. Donc, on est vraiment en train d'entrer dans ce monde orwellien que connaissent tous ceux qui ont lu cet ouvrage de George Orwell. Et c'est sûr qu'on est aussi toute une partie à vouloir garder notre humanité. Et aujourd'hui, pour garder notre humanité, il faut véritablement lutter. Lutter quand on sort dans la rue sans masque, lutter face à tous ceux qui vont essayer de nous en faire reproche. Donc aujourd'hui, le droit à la liberté est devenu plutôt une petite tolérance accordée par des politiciens qui s'estiment être complètement au-dessus de nous. Alors bon, on est quand même assez nombreux à le refuser, assez nombreux à se bouger, et puis on sait aussi que la France rayonnera sur le monde rapidement puisqu'on a tous les moyens de le faire. On a les moyens par le fait qu'on est réputé comme étant le pays de la liberté, on est réputé pour les droits de l'homme, on est réputé aussi pour être la 5e ou 6e puissance mondiale sur le plan militaire et économique.
Et aujourd'hui, toutes les manœuvres de l'armée et autres qui se confondent avec les manœuvres de l'OTAN et qui se confondent avec les manœuvres des Américains en Europe inquiètent énormément de gens. Alors, c'est un message aussi auprès des armées. Avant tout, vous êtes français. Avant tout, vous êtes là pour protéger le peuple de France et vous n'avez pas à servir un pays étranger qui est en train d'essayer de détruire la France. Vous n'avez pas non plus à vous opposer aux policiers et aux gendarmes de France, car vous savez, ou vous êtes informés en tous les cas, qu'il y a des guerres urbaines qui sont en train de se préparer. Ces guerres urbaines vont enclencher automatiquement des réactions quand les premiers enlèvements d'enfants arriveront en septembre-octobre sous l'appellation pandémie pour retirer les enfants aux parents. Ça va déclencher des réactions très fortes et en particulier des banlieues. Vous êtes en train de préparer des guerres urbaines dans lesquelles n'oubliez pas que vous allez vous trouver à un moment donné face aux gendarmes et aux policiers de France qui se seront tournés du côté de la population. Parce que qu'on soit gendarme, policier, qu'on soit électricien ou n'importe quelle profession, avant tout, on est des humains. Avant tout, nous sommes des parents. Et à partir du moment où vous essayez de nous enlever nos enfants, qu'on soit flic ou qu'on soit n'importe quelle profession, on ne l'accepte pas et donc on se révolte. Et ce qui fait qu'en fait, toute cette masse de gendarmes et de policiers qui sont aussi concernés, même si on les privilégie ou on leur fait croire à des primes et autres, à un moment donné, ils vont forcément se tourner du côté du peuple. Alors, tout ça est prévu pour la fin de l'année. C'est une véritable destruction de notre pays qui est envisagée. Et pour l'instant, c'est l'armée qui peut encore changer les choses. C'est-à-dire que l'armée a aujourd'hui la responsabilité d'un changement de paradigme complet de toute la civilisation humaine. Et c'est l'armée française elle-même. Alors, pas les généraux qui forcément ont été nommés par les politiciens et sont leurs complices, mais en dessous de ces généraux, tous les officiers qui ne sont pas pris par la franc-maçonnerie, donc dont l'allégeance est encore libre, ont le droit de faire allégeance au peuple français. Et donc, il suffit seulement d'un petit groupe et il va emmener une masse absolument énorme. Parce que déjà, de notre côté, on a ce signal énorme qui en plus va être relevé encore par cette opération qui va se faire prochainement pour sortir, sauver un gendarme des griffes des criminels. Donc, un gendarme aujourd'hui est emprisonné pour avoir essayé de sauver des enfants de réseaux pédocriminels. Pensez en vous-même, chaque policier, chaque gendarme, pourquoi vous vous êtes embauché, pourquoi vous êtes entré dans cette profession. Est-ce que c'est pour défendre le bien? Est-ce que c'est pour défendre vos enfants et les miens et ceux des autres? Alors, si c'est le cas, vous devez être avec nous à Poitiers vendredi prochain et sortir votre collègue des griffes d'une justice qui ne travaille plus que pour les criminels. Et ça, c'est extrêmement grave. À chaque fois que l'un d'entre vous va demain faire une action juste pour défendre quelqu'un du peuple français, il va être en risque de se voir incriminé, arrêté, maltraité, renvoyé. D'autres ont été suicidés, vous le savez très bien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est absolument vital. Il faut prendre Stan Maillot comme un véritable symbole du gendarme qui défend le peuple face au gendarme qui défend les criminels. Et si on le prend comme symbole, alors vous devez rejoindre tous les partisans de ce gendarme et vous savez que le peuple est avec vous. Ce n'est pas seulement vous qui êtes avec le peuple, c'est le peuple qui est avec vous. Et donc là, vous aurez tout le peuple de France à vos côtés pour combattre les derniers qui défendront les pédocriminels. Et ces pédocriminels, vous le savez, sont protégés au plus haut niveau, puisque c'est le mode de sélection de la franc-maçonnerie. C'est une technique pure et étudiée depuis très longtemps. On sélectionne les pires des psychopathes pour les mettre au pouvoir. Et vous pouvez faire le tri entre tous les ministres actuels et ceux d'avant et ceux encore d'avant, et vous allez retrouver tous ces gens liés par les mêmes réseaux. Qu'on parle d'un Cazeneuve, d'un Valls ou d'un Macron, c'est exactement pareil que si vous parlez d'un Sanchez en Espagne et de tous les autres dans tous les pays. C'est toujours la même secte qui fait la même sélection et qui réserve l'accès au plus haut niveau, toujours à la même catégorie de personnes qu'on peut qualifier de psychopathes.
Donc, des gens qui se foutent royalement de leur peuple. Ils sont là pour se faire de l'argent et ils sont là pour servir leur maître. Et leur maître, vous le savez, c'est le CFR, c'est la Trilatérale, c'est le Club Bilderberg. Demain ou après-demain, vous allez avoir l'allocution de Macron. Ce n'est pas une allocution d'un vrai président. Ça n'a rien à voir avec l'homme qui s'intéresse au bien de sa population et qui va faire une allocution pour exposer, par exemple, des idées ou des schémas philosophiques ou pour exposer quelque chose pour le bien-être global. Non, ce que vous allez avoir demain, c'est les ordres que Macron a reçus du Club Bilderberg et qu'il va vous transmettre. Ce n'est absolument rien d'autre. Donc, prenez ça en compte, écoutez bien ce qui va vous être dit, parce que ce qui va vous être dit par Macron demain est exactement ce qui va se transmettre également dans tous les autres pays, car le Club Bilderberg décide pour le monde entier. Et donc, le programme qui va être lancé demain et annoncé par Macron va vous refléter les réalités de ce qui va se passer globalement dans le monde. Et en ce moment, ils ont tellement peur de ne pas réussir, alors qu'ils sont si près du but, d'installer leur globalisation, leur mondialisation, ils appellent ça comme ils veulent, qu'aujourd'hui, ils sont littéralement en train de précipiter tous leurs plans, tous leurs programmes. Et très rapidement, il faut s'attendre à des guerres civiles, à l'effondrement économique et surtout aux lois de vaccination forcée. Et vous savez que les pires lois sont toujours passées en juillet, parce que c'est le mois où les gens ne sont pas là, partent en vacances, ont d'autres choses dans la tête. Et donc, c'est là où il faut guetter le plus les nouvelles lois qui vont être érigées, car ce sont elles qui vont servir ensuite pour la rentrée, pour, par exemple, tester les enfants sans l'autorisation des parents, voire leur implanter directement une puce, soit par nanotechnologie, soit par implant direct. Donc, dans tous les cas, soyez extrêmement vigilants quant aux lois qui vont sortir durant toute cette période du 20 juin au 30 juillet. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. Un dernier salut à tous ces gilets jaunes là, qui sont assez nombreux sur la région de Lyon et qui nous rejoignent avec également des gens des cités, de plus en plus nombreux aussi. Nous sommes tous français, nous sommes tous avec l'espoir d'un véritable avenir. Et pour avoir un avenir, il faut être libre. Parce que sinon, c'est les autres qui décident de votre avenir. Alors, si vous voulez un avenir, il faut être libre. Et pour être libre, il faut participer à ce gouvernement de la France libre. Merci de votre attention et je laisse la parole maintenant à Adrien qui va nous traiter un sujet qui n'est pas habituel parce que c'est un sujet qui a son importance dans la mesure où, encore une fois, les grands médias et les systèmes nous mentent pour nous amener dans des schémas qui ne sont pas toujours les meilleurs pour l'humain. Et donc, de revenir un peu à des choses vraies, ça ne peut faire que du bien à tout le monde. Et puis, ce sont les informations justes, donc on peut les transmettre en toute sécurité. Adrien, à vous la parole. Oui, il y avait une question, que pensez-vous du président Bolsonaro? Je pense qu'on commentera tout ça demain, en fait, puisque ce genre de questions prendrait, je pense, trop de temps et on Oui, on ne va pas d'international. répondre rapidement, mais disons que nous, on est dans l'esprit d'un gouvernement qui avant tout se soucie de sa population en premier lieu. J'estime que la normalité, c'est que d'abord, on sauve la France. Une fois que la France s'est sauvée, on verra ce qu'on fait pour les autres. Et on est bien conscient que le président de Burundi a été curieusement atteint d'un arrêt cardiaque après avoir annoncé qu'il quittait l'OMS. On est bien conscient de tout ce qui se passe dans le monde, mais pour l'instant, notre priorité, c'est sauver la France. Parce que la France a un pouvoir énorme, et ce pouvoir, si on en dispose, alors il rejaillira pour le bien de toutes les populations de la planète. Oui. Eh bien, on va laisser Adrien faire son introduction et son développement et sa conclusion. À toi, Adrien. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Alors, j'aurais voulu parler d'un sujet donc sur la naissance, parce que bon, il y a de multiples sujets, que ce soit la création, la gestation, l'accouchement et la suite. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui sont encore cachées, encore pas révélées, pas pratiquées, et ça participera sûrement à améliorer beaucoup de choses dans la vie humaine prochaine si le CNT s'installe.
et qu'on pourra libérer la parole, et libérer les informations. Et il y a une information qu'on a eue quand on a eu nos enfants, c'était en 72 et 73. On cherchait déjà beaucoup, un peu dans tous les sens, pour avoir des informations au sujet de la gestation, de l'accouchement. Et on a eu cette information et de mise en garde à un moment important. Bon, pour l'instant, je vais pointer ce sujet-là précisément, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets dans tous les domaines. Donc, ce sujet-là, c'est juste après l'accouchement, c'est la rupture du cordon ombilical. Donc, si on observe la nature, eh bien, le bébé sort, le placenta est encore dans le ventre de la maman, bien au chaud, et ce phénomène, pendant une demi-heure, pendant 1 heure, il va y avoir le sang qui reste dans le placenta, qui va passer encore chez l'enfant, chez le bébé qui vient de naître. Et ce passage du sang dans le bébé qui est déjà sorti lui assure une source d'oxygène, d'une part, et puis une source de chaleur. Et c'est donc un moment indispensable que la nature a fait comme ça. Il sort d'un milieu chaud du ventre de la mère à un milieu beaucoup plus froid, beaucoup plus frais. Et donc, cette espèce d'afflux sanguin qui lui donne une chaleur supplémentaire est très bénéfique pour une transition. Donc, c'est tout à fait souhaitable que ce passage soit respecté. Et c'est là que, bon, nous, personnellement, on a appris ça et on l'a pratiqué sur l'accouchement de notre enfant en 73. Et il se trouve qu'en 74, Frédéric Le Boyer a sorti un livre sur la naissance sans violence, pour une naissance sans violence, qu'on peut trouver encore sur le net. C'est une référence qui existe toujours. Et si vous allez voir en référence Frédéric Le Boyer, vous avez énormément d'informations là-dessus. Donc, il se trouve qu'on a appris l'année d'après ce qu'on venait de pratiquer l'année d'avant. Et pour parler un peu du contenu de ce livre, eh bien, justement, c'est une personne qui s'occupait des accouchements et qui était médecin, docteur, accoucheur, et qui voulait et souhaitait que les gens respectent ce passage en expliquant toute la fragilité, le moment important de l'accouchement. C'est-à-dire qu'il voulait qu'on respecte le milieu obscur dans le ventre de la mère. Il y a l'obscurité, il y a une sonorité extrêmement atténuée. Et donc, les premiers conseils qu'il donnait, c'est d'accoucher dans une pénombre pour pas qu'il y ait de lumière intense et qui éblouisse et qui frappe le système nerveux et les yeux du bébé pour préserver ses qualités oculaires et subtiles. Et donc, il voulait surtout qu'on fasse le maximum de silence, qu'on respecte et que même si on parlait, il fallait parler tout doucement. Bon, et vous savez tous que dans les cliniques actuellement, c'est exactement le contraire. Il y a des spots, il y a de la lumière intense, il y a des cris, poussez, poussez, enfin bon, voilà, tout le cinéma qu'on connaît. Et bon, maintenant, sans compter la difficulté de l'accouchement pour la femme, d'être la plus silencieuse ou calme possible. Bon, mais si on était bien préparé en amont, pendant la gestation et même avant, et si on avait des conditions de vie non stressées, si on avait une ressource universelle, par exemple, qui nous évite d'avoir des soucis matériels, alimentaires, etc., on serait beaucoup moins stressé. Et c'est une des raisons pour laquelle ça se passerait beaucoup mieux, et la gestation et l'accouchement. Et surtout, si on était instruit et informé par
par tout un monde scientifique, médical, qui devrait s'occuper de tout ça et surveiller tout ça de près. Donc, ce sang qui passe assure la transition de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est surtout le gros problème, c'est le problème de l'oxygénation du cerveau. Le cerveau ne peut pas supporter la moindre seconde d'un manque d'oxygène. Sinon, ça peut entraîner des problèmes pour toute la vie et des séquelles de fonctionnement. Donc, étant donné qu'il y a la rupture du cordon ombilical qui est pratiquée très rapidement après la sortie, et on sait, Dieu sait pour quelle raison, enfin j'en parlerai un peu plus loin. Du coup, le cerveau n'a plus de source d'oxygène qui vient lentement et tranquillement par le cordon, et donc il déclenche une alerte de survie, et donc il provoque l'éveil et le fonctionnement des poumons, mais d'une façon très rapide, très violente, et c'est ce qui occasionne cette inspiration forte du bébé qui jusqu'à maintenant ne respirait pas, et au lieu que ça se passe en douceur et progressivement, eh bien il le fait intensément, et cette entrée de l'air dans ses poumons le brûle. C'est une brûlure. Exactement comme si vous êtes écorché et que l'air vous fait extrêmement mal avec la peau arrachée. Et c'est exactement le même phénomène. Ces poumons qui n'étaient pas du tout actifs et qui n'avaient pas d'air, d'un seul coup, il y a une entrée de l'air et qui provoque ce phénomène. D'où des cris intenses qui ne devraient pas avoir lieu si jamais ça se passait en douceur. Et nous, on est témoins de tout ça. Le Frédéric Leboyer le raconte dans son livre. Bon, il explique tout ça, c'est très bien. Si vous voulez l'acheter et le lire, vous verrez, c'est magnifique hein, comme livre. Et c'est très bien, c'est très simple et très bien expliqué. Il y a des très belles photos. Et entre parenthèses, justement, nous, on a vu notre bébé, une fois qu'il est né, ben d'abord, il s'est mis à respirer tout doucement. Il a fait de tout petits sons, un peu comme un bêlement, mais très, 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 très lent, très, très doux. Et il s'est mis tout doucement à respirer, sans subir ou sans avoir mal, évidemment, puisque un bébé qui crie, c'est qu'il souffre. Hein. Il ne va pas inventer ça comme ça. Et le plus extraordinaire et le plus magnifique, c'est que justement, quelques secondes après ce phénomène d'être sorti et de respirer tout doucement, on le voit sourire comme c'est incroyable. Et il y a des photos dans le livre qui montrent ce sourire du bébé qui vient de naître. Et c'est vraiment... comment voulez-vous qu'un bébé sourisse? C'est exactement comment voulez-vous qu'il pleure s'il a pas mal. Et comment voulez-vous qu'il sourisse? À quoi il sourit? Mais il sourit au plaisir qui se développe dans les poumons, de cette vie qui rentre dans les poumons tout doucement et qui engendre une sensation merveilleuse, exceptionnelle, que quasiment personne ne connaît, puisqu'on est tous des traumatisés des poumons, traumatisés de la respiration. Donc, dans notre subconscient, ceux qui, en tout cas, ont subi cette façon d'être reçus par un accouchement classique, entre guillemets, ben, ont eu ce problème de traumatisme. Et alors déjà, il y a le choc du système nerveux, du cerveau qui lance l'alerte et qui déclenche les poumons, etc., etc. Mais vous pensez bien que si le système nerveux prend un coup, vous avez le système fluidique, éthérique, des chakras qui sont 100 fois plus subtils, sensibles. Donc là, à ce niveau-là, il se passe des dégâts et des anomalies bien plus importantes encore que celles du système nerveux. Donc cet acte-là qui paraît anodin, inoffensif, bénin,
que personne ne fait attention et tout le monde trouve ça normal. En fait, c'est un acte, c'est le premier acte d'une violence inouïe sur la vie humaine. Et ça va se répercuter toute la vie et avec toutes les difficultés qu'on a. Alors, certaines constitutions, certaines natures vont avoir plus ou moins encaissé le coup, et puis d'autres pas du tout. Et c'est ce qui va faire des dégâts plus ou moins importants selon chaque personne, chaque bébé, etc. Mais disons que le coup qui est porté à ce moment-là est capital. Donc, quand Frédéric Le Boyer a fait cette information en 1974, ça a déclenché beaucoup. Il y a des cliniques qui se sont mis à faire attention à ça. Il y a spécialement la clinique des Lilas à Paris qui a pris en main cette fonction et a favorisé de plus en plus la liberté aux femmes de choisir leur méthode d'accouchement. Bon, et ça s'est propagé à partir de là. Une ouverture sur les différentes façons d'accoucher. Donc, vous êtes sûrement au courant, que ce soit l'accouchement dans l'eau. Enfin, bon, il y a 36 méthodes qui se sont propagées à ce moment-là. Mais l'essentiel, en fait, le plus important, c'est de respecter ça. Et ensuite, si on respecte à ce moment de l'accouchement, il faut donc, juste après la sortie du bébé, rester le plus calme possible, le plus silencieux possible, l'enfant contre la mère, et qui, avec le père, d'être dans le calme, dans la détente, dans le silence, et ne pas se précipiter pour faire des examens, des toilettes, et d'agiter et de faire des tests comme c'est prévu dans le protocole, et ainsi de suite. Enfin, vous êtes plus ou moins au courant de tout ce qui se pratique suite à l'accouchement. Et en fait, cette mise en garde qu'a fait Frédéric Le Boyer, lui, il l'a fait officiellement avec une position de médecin, d'accoucheur, et il avait donc un poids beaucoup plus important, et ça a remué beaucoup de choses. En tout cas, ça a ouvert des portes et un questionnement, et donc il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées à l'époque, mais pas complètement. Et puis des décennies plus tard, ben, vous n'en entendez plus parler quasiment, à part les gens avertis qui fouillent, qui cherchent et qui peuvent effectivement le savoir, mais ça s'est sérieusement reperdu. Et ce qui est incroyable, c'est de voir cette méthode classique acceptée par tout le monde et qui est une preuve de violence inouïe et qui sape la vie à son départ et qui continue, qui perdure, mais ça fait partie des choses qui sont maintenues par cette mafia mondiale qui bloque les choses, qui détruit les choses, exactement comme Éric Fiorillo disait l'OMS, etc., alors que c'est eux qui devraient gérer tout ce domaine-là pour l'amener à sa perfection, et on a tout le contraire. Voilà, donc cette désinformation est catastrophique. Et donc, oui, alors c'est ma femme qui me parle, et pour me rappeler des points importants, c'est justement après quand on attend cette petite demi-heure ou 7 heures que le sang soit passé, automatiquement, on voit le cordon blanchir, et ce qui prouve que le sang ne passe plus. On n'a même pas besoin de clamper, de faire quoi que ce soit. Quand vous avez les animaux et les femelles, elles mangent même le placenta. Donc, normalement, c'est le moment où le placenta peut sortir. Cette délivrance est un signe que ça a attendu assez longtemps en général. Et donc, bon, qu'il soit sorti ou pas sorti, l'important, c'est que le sang ne circulant plus dans le placenta, il n'y a absolument pas besoin de clamper quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'instruments chirurgicaux, et on peut très bien couper
Et l'endroit, il y a un endroit que la nature marque exactement. Il y a une flétrissure qui se fait du cordon ombilical à un endroit précis, à 10, 12, 15 cm du nombril. Et il y a une flétrissure qui se met en place sur 1 ou 2 cm de long. Donc, cette flétrissure apparaît très clairement et c'est exactement là qu'il faut couper le cordon. Et si on ne respecte pas cette zone de flétrissure, on va couper le cordon sur une zone qui va engendrer encore d'autres problèmes et des perturbations qui vont entraîner des problèmes dans la vie physique aussi de l'enfant. Et le risque, c'est principalement pour les poumons. Ça, c'est des phénomènes de courant éthérique. Et pourquoi la nature fait qu'il y a une flétrissure visible à ce moment-là, et donc un rétrécissement du cordon qui est très facile à voir? Eh bien, c'est justement parce qu'il y a des raisons à tout dans la nature. Et donc, il faut respecter cette zone pour faire la coupure. Alors, pour continuer sur ce moment de la coupure, vous savez que, enfin vous savez, par exemple, en Afrique, les enfants qui étaient destinés à être médiums, sorciers dans le village, quand on lui coupait le cordon ombilical, on le faisait avec une lame en or. Et tous les autres, c'était avec une lame en fer. Donc, ça prouve qu'il y avait une connaissance et une science de l'influence des métaux sur le corps éthérique, sur le corps physique, le corps éthérique, parce que là, il s'agit surtout de forces éthériques, de forces vivantes. Et donc, les métaux ont une influence extrêmement importante sur le corps éthérique, sur les forces éthériques. Et donc, regardez les druides qui récoltaient avec des serpents morts le gui, enfin leurs plantes en général, ils faisaient leur récolte comme ça. En fait, ce n'est pas de l'or pur, c'est de l'électrum. L'électrum de l'Antiquité, c'est 4 parties d'or pour 1 partie d'argent, ce qui donne alors une petite résistance supplémentaire grâce à l'argent. Et donc, cette pratique pour couper le cordon, et avec quel matériau on le fait, est extrêmement importante aussi. Donc, il y a une influence en un quart de seconde, le temps de couper, qui provoque une répercussion sur le corps éthérique de l'enfant et qui peut aussi engendrer des problèmes de santé pour l'avenir, etc. Donc, il faut tenir compte de ça aussi dans la mesure du possible. On peut très bien avoir des ciseaux ou des lames qui soient en argent, en acier, enfin, mais qui soient recouverts d'or, qui soient dorés, plaqués or. Donc, ça serait bien. Ou alors d'avoir des matériaux neutres. Il peut y avoir, par exemple, des couteaux en céramique ou des verres, une petite lame de verre tranchante qu'on scède avec une planche de bois. Enfin, bon, il y a 36 méthodes après pour chercher le moyen de couper le cordon le plus nettement possible en respectant cette zone de flétrissure et le plus précisément et le plus simplement possible. Et tout en sachant que l'or, l'électrum, l'argent et l'or, s'ils sont employés, auront une influence bénéfique. Ça ajoute une influence bénéfique qui se retentit sur le corps éthérique de l'enfant. Donc, c'est exactement comme c'était connu, et parce qu'on voulait préserver les qualités psychiques de l'enfant qui allait devenir plus tard un sorcier de la tribu africaine. Là, c'est la même chose, où les druides qui savaient qu'en récoltant avec leur lame en or ou dorée,
il savait que non seulement il préservait la plante, mais en plus, ça exaltait des capacités et des pouvoirs à cette plante. Et il faut savoir que si on avait une agriculture avec des moyens, ce qu'on devrait avoir, en fait, l'agriculture, il n'y a rien de plus important que la nourriture et de la qualité de la nourriture. Et donc, ça serait extrêmement bénéfique si on pouvait travailler la terre avec des outils dorés, plaqués or, ou soit à la main, et c'est pour ça que ça rejoint mon intervention de l'autre fois qui parlait de l'agriculture avec une couverture, puisque à partir de là, on n'a plus besoin de retourner la terre, on n'a plus besoin de désherber, on n'a plus qu'à enfoncer les mains, faire un trou, mettre la graine, etc. Donc, on ne pratique plus rien avec les mains, mais à la limite, si on travaille avec un objet pour enfoncer des graines ou pour faire des repiquages, tant mieux. Si jamais on préservait le corps éthérique de la Terre avec des métaux précieux, enfin surtout l'alliage de l'or et de l'argent avec l'électrum, comme c'était pratiqué dans l'Antiquité, eh bien, on préserverait le corps éthérique et du coup, les productions végétales qui sont basées sur le corps éthérique, qui sont basées sur l'éther, sur la vie, bénéficieraient pleinement de ces bonnes conditions. Et on aurait des résultats, une fois de plus, magnifiques, quantitativement et qualitativement. Donc, pour revenir sur l'accouchement il y a une autre chose qu'il faut savoir, et là encore, les humains interviennent sur ce que fait la nature. Si vous laissez le sang du placenta passer entièrement dans le bébé, alors moi je vous dis que ça lui assure une chaleur, c'est-à-dire qu'il a au nom de la science, il a un excès de globules rouges. Et c'est cet excès qui va lui fournir cette chaleur, et cet excès va être résorbé très rapidement en 1 semaine, 10 jours. Hein? Oui, attends. Et donc, il a, alors ce que la science appelle, pour eux, c'est un phénomène de rougeole. Alors, ça n'a rien à voir avec la rougeole, il est en parfaite santé, il n'a pas de toxines, il n'a pas de problème. Et par contre, il a le teint au visage plus rouge. Parce qu'il a effectivement ce surplus qui lui assure cette transition et de passage d'un milieu chaud à un milieu froid. Donc c'est tant mieux pour son état général. Et la science, parce que j'ai interrogé évidemment des puéricultrices et en chef, etc. On en a parlé, on a discuté de tout ça. Et pour eux, leur raisonnement, voilà, c'est celui-là. Là, on risque une rougeole, alors que c'est un simple afflux et un taux de globules rouges un peu plus intense, un peu plus fort, qui va disparaître en 1 semaine, 10 jours. Et donc, ils préfèrent couper et priver le bébé de cet afflux de sang et de ce compte de pourcentage de sang. Et du coup, ça provoque une jaunisse. Tout le monde connaît le phénomène des enfants qui ont la peau jaune. Bon, alors, certains pour qui ça se passe bien parce que l'accouchement s'est passé plus ou moins bien et qu'un maximum de sang est passé malgré tout. Bon, donc tout dépend de la quantité qui est passée, mais pour une grande majorité, il y a un manque important et du coup, ça déclenche alors une véritable pathologie qui est la jaunisse. Et ça, pour eux, ça ne leur fait pas peur. Enfin, entre guillemets, ça ne leur fait pas peur. Peut-être qu'ils savent que c'est très mauvais, et après, ils font des traitements et tout ça contre la jaunisse. Mais qu'ils le sachent ou pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est le raisonnement, c'est de dire ah ben non, mais la jaunisse, c'est pas grave. Par contre, là, l'excès de sang, etc., il est rouge pendant 1 semaine, enfin rouge, il est un peu plus rouge, il a un teint un peu plus rouge, et ça passe au fur et à mesure. Alors, en tout cas, voilà encore un raisonnement, encore une intervention sur un phénomène naturel et qui engendre des perturbations, une fois de plus, et un état pathologique
qui n'est pas du tout calculé par la nature. Et au lieu de laisser faire la nature et la seconder, on la contredit et on fait même le contraire de ce qui est souhaitable. Donc, mine de rien, voilà, c'est des petites choses, mais cet acte-là engendre tout un ensemble de répercussions et de problèmes qui est absolument incroyable, quoi. Et vous savez bien que dans la vie, tout commence par des petites choses, de rien du tout. Pour la création d'un bébé, c'est microscopique, on ne voit rien. Que ce soit un ovule ou un spermatozoïde, c'est invisible, c'est minuscule. Mais ça va donner un enfant au bout de quelques mois. Donc, et après des années, etc. Donc, tout dans la nature part. Regardez un gland et regardez ce que ça va donner, un chêne, comment ça donne une chose immense. Donc, tout part d'un point minuscule et se développe. Et là, ça devient gigantesque. Et malheureusement, si dans cette évolution, il y a une intervention qui massacre la vie et les forces vivantes, eh bien, il y a des répercussions très graves et qui durent très longtemps. Par exemple, à l'adolescence, on parle de la sexualité qui s'installe, qui se développe, qui se met en place, etc. Eh bien, ces forces qui se mettent en place, au lieu de tomber sur un circuit éveillé, actif, avec des circuits éthériques, regardez, quand on parle d'acupuncture, ça s'occupe des circuits éthériques. Et ça fait activer ces circuits dans le corps parce qu'ils sont justement éteints, affaiblis, traumatisés, etc. Donc on rétablit la santé par ce processus alors qu'il devrait être naturellement vivant. Et quand l'enfant grandit et atteint l'adolescence, cette force qui se développe à ce moment-là devrait se répandre par ces circuits, exactement comme la circulation sanguine qui se développe avec les poumons, le cœur, etc. Et il y a donc le corps éthérique, les forces éthériques, les forces vitales doivent se répandre et s'amplifier partout, et que ce soit dans le domaine du cerveau, intellectuel, le raisonnement, intuition, toutes les capacités de l'être humain que certains peuvent avoir, mais pas la majorité, eh bien, elles se développent naturellement, sans effort, sans faire de travaux spéciaux. Et donc, pour en revenir sur le traumatisme de la respiration, c'est un des plus grands traumatismes que tout le monde a. Et les poumons, associés avec le cœur, les hindous appellent ça Shiva, c'est le prolongateur de la vie. Et donc, le pouvoir des poumons et du cœur et de la pureté du sang et de la santé dépend de la pureté du sang, dépend de l'oxygénation et dépend de tout ce travail et de toute cette chaîne de vie. Et on capte, par la respiration, on capte les forces qui sont dans l'air, qui viennent du soleil, on capte le prana. Et si on avait une respiration et des poumons très développés, on capterait cette énergie qui est dans l'air. Il faut savoir qu'il n'y a que dans le bas des poumons qu'il y a des alvéoles capables d'aspirer et d'absorber cette énergie éthérique qui est dans l'air. Donc, si les poumons ne sont pas développés en profondeur, comme ils devraient l'être pour tout être qui n'est pas traumatisé, qui a un fonctionnement respiratoire détendu et normal, eh bien, ça devrait s'activer naturellement. Et donc, cette circulation d'énergie, cette captation d'énergie et tous les effets de vie qu'il y a sur le corps devraient fonctionner à plein rendement. Et c'est ça qui est entravé, c'est là que les choses ne fonctionnent pas normalement. Alors, après, vous avez toutes les catégories de travaux, d'exercices, de respiration, de tout ce qu'on veut, qui peuvent le développer, réparer et réhabiliter en partie cette fonction, mais elle se serait développée naturellement, sans efforts spéciaux,
si ça n'avait pas été bloqué et abattu à la base. Et donc, il faut savoir que cette énergie éthérique qui nous suit toute notre vie et qui est capitale pour tout ce qui se passe, surtout pour la santé, les énergies qu'on a, les puissances qu'on a, etc., elle dépend de ce fonctionnement des poumons et de l'association, de l'intervention pour purifier le sang, pour oxygéner le sang. Et voilà, c'est extrêmement important. Et malheureusement, c'est là qu'on est le plus handicapé. On le sait pas. Mais si on était en bon état, c'est là qu'on verrait la différence. Alors, il y a encore une chose qui est enseignée dans tous les mouvements spirituels et partout, puis ça revient maintenant, heureusement, par des informations, des lanceurs d'alerte, etc. Beaucoup reparlent du jeûne, par exemple. Et vous savez que le jeûne, c'est toujours pareil, c'est les principes d'inversement proportionnel, c'est-à-dire que vous ne mettez plus de nourriture dans l'estomac, eh bien, automatiquement, votre organisme qui cherche à capter des énergies va les trouver par l'air, par la respiration. Donc, sans faire d'exercices spéciaux, automatiquement, vos poumons vont se mettre vous allez respirer plus profondément et le bas des poumons va se développer. C'est pour ça que le jeûne est une des méthodes connues depuis des siècles pour favoriser quelque chose qu'on ne parle pas forcément directement, mais le résultat direct, c'est sur les poumons qui se mettent à respirer naturellement plus profondément et qui s'approfondissent et qui se mettent à capter les énergies qu'il y a dans l'atmosphère, les énergies du prana, des énergies éthériques, etc. Donc, quand on interrogeait Jésus sur ses capacités d'aider, de soigner, de guérir, les disciples lui demandaient « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme toi ?» Et il leur répondait « Le jeûne et la prière ». Alors, bon, à la rigueur, les chrétiens prient, mais pour ce qui est du jeûne, on ne peut pas dire que ce soit le sujet principal. Et actuellement, la science fait de même, parce qu'on serait en trop bonne santé. Donc, ça ne les arrange pas, parce qu'il faut acheter des médicaments. Et donc, il faut être malade et il faut avoir besoin de médicaments. Alors que le jeûne, pratiqué intelligemment, correctement, progressivement, permet aux poumons de se développer. Et donc, en fait, il faut se rendre compte du volume et de la puissance des poumons. Et en fait, ce sont deux ailes intérieures, comme les ailes des anges. C'est pas pour rien que l'air est lié au système angélique. Et les ailes qu'on représente les anges avec des ailes, en fait, il s'agit des chakras qui sont dans le dos et qui correspondent et qui sont liés à la respiration et à tous les résultats qui peuvent suivre grâce à cette respiration. Et donc, les deux poumons ont vraiment une forme d'aile à l'intérieur et le volume de ces organes avec le cœur sont tellement importants qu'on ne comprend pas pourquoi la science ne s'en soucie pas. Moi, j'ai fait des reproches à mon docteur. Je lui dis, mais est-ce que vous avez toute une étude de la science? Vous me parlez et vous ne savez pas comment je respire. Vous ne connaissez pas. Alors, en plus, il m'a testé il n'y a pas longtemps. Il a trouvé que j'avais un taux d'oxygène dans le sang pas possible. Et donc, et ils savent très bien que c'est un facteur de santé, de résistance, etc. Donc, que ce soit le jeûne, que ce soit la respiration, la science ne s'en occupe quasiment pas. Bon, j'ai appris qu'en Russie, par exemple, ils s'en sont beaucoup plus occupés depuis 40-50 ans et il y a même des hôpitaux qui fonctionnent qu'avec des cures de jeûne. Voilà, mais ils encadrent. Bon, alors encadré ou pas encadré, en tout cas c'est efficace et ça a fait ses preuves. Et c'est dans toutes les religions, on connaît ça partout et dans toutes les pratiques. Mais évidemment, la science officielle ne s'occupe pas de ce domaine, ça serait trop efficace.
Donc voilà, j'ai fait le tour du sujet pour l'essentiel. Il y a énormément de choses encore à dire, évidemment. Mais si vous voulez que vous posiez des questions, voilà. Et je suis loin d'avoir fini, hein. Il y a plein de choses, mais bon. Hein? Oui, il y a ma femme qui me fait remarquer que je n'ai pas parlé du placenta. Ça fait encore partie des choses essentielles de la vie qui suit. C'est-à-dire que une fois qu'il y a eu la rupture du cordon ombilical, il y a deux choses qui sont importantes. C'est le placenta doit être mis dans un lieu et pas partir dans les égouts, à la poubelle ou dans les produits de beauté. Et l'idéal, il y a des traditions qui parlent de les planter auprès d'un arbre, au pied d'un arbre, qui pousse droit, qui ceci, qui cela. Bon, ça peut être un arbre fruitier, ça peut être différentes façons de penser, mais en tout cas, qu'il soit préservé et planté, enterré dans un lieu protégé, parce qu'il va rester vibratoirement en résonance avec le corps de l'enfant pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous, disparu. Et encore plus important, c'est la section qui est restée attachée au bébé et qui va tomber naturellement au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours, et qu'il faut aussi garder. Et là, il y a des traditions aussi, en fait, qui gardent ce bout de cordon ombilical dans un coffre précieusement et qui garde un lien éthérique avec l'enfant pendant des années. Donc au moins les 7 premières années, mais même toute la vie. Et donc cette section qui est restée avec l'enfant et qui tombe au bout de quelques jours, ce qui est souhaitable, c'est de le garder précieusement dans un coffret et que ça fasse partie des objets précieux de la vie de famille. Voilà. Et parce qu'il y a un lien très fort et surtout qu'il y a une influence qui continue de fonctionner entre ce cordon et le bébé. Et si on veut vraiment même faire des actions bénéfiques sur le bébé, on peut le faire en présence de ce cordon. Alors ça fait partie des connaissances qui vont un peu plus loin. Moi, j'ai voulu cerner le sujet de l'accouchement, de la rupture du cordon et des influences tout autour, et de la répercussion surtout. Voilà, donc, je vous dis, il y a encore des choses, bon, c'est pas possible en une heure de tout traiter, mais on y reviendra. Et je voudrais juste terminer en disant que faut bien comprendre qu'avec le CNT, si jamais le CNT passe, eh bien, évidemment, avec le programme que vous pouvez lire, étudier, vous verrez qu'une des principales répercussions immédiates, c'est sur le côté matériel, physique, financier, non seulement avec une ressource universelle, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une prise en charge à 100% des frais médicaux et donc d'être aidé, que ce soit pour la vue, pour les dents, pour tout le corps physique en général, et surtout aussi pour les femmes. Et donc, il serait souhaitable qu'il y ait, autant pendant leur gestation qu'à l'accouchement, qu'il y ait une prise en charge idéale, si possible dans un milieu tout à fait naturel chez elles ou dans un endroit exceptionnellement beau, exceptionnellement favorable au bien-être, à la détente, et pas du tout ce système incarcéral des hôpitaux et des cliniques qui n'a rien de poétique, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de beauté, il y a des cris, il y a de la lumière, c'est n'importe quoi, c'est monstrueux. Donc sachez qu'il y a tous les espoirs qu'avec le CNT, non seulement il y aura une situation financière pour tout le monde qui permettra aux couples de se préparer à l'arrivée de cet enfant d'une façon bien meilleure,
bien plus importante et qui aura une répercussion sur toute la vie humaine, sociale. Donc, c'est gigantesque. La répercussion est gigantesque. Donc, voilà, il faut savoir qu'on a absolument besoin de faire passer ça parce qu'en attendant, toutes les méthodes pratiquées sont désastreuses, bien sûr, et toutes celles qui sont connues déjà. Regardez, moi, j'ai pratiqué ça en 73, j'ai accouché ma femme tout seul, et, vraiment, quand on était à la campagne, qu'on voyait, ma femme, elle voyait les chèvres, les brebis accoucher, elles faisaient leur petit, elles continuaient à marcher. Dès qu'il était sorti, elle s'arrêtait pour s'en occuper. Mais jusque-là, elle marchait, elle se promenait, elle broutait. Et ça l'a rassurée sur le côté naturel de l'accouchement. Donc, 95% des femmes n'ont aucun problème pour accoucher. Et c'est ce qui a été dit aussi à l'époque et que les médecins accoucheurs savaient très bien. Et qu'après, ça n'empêche pas d'avoir toute une batterie médicale qui peut intervenir en cas de complications, en cas de problème. Mais la théorie, c'est de dire qu'il y a 95% des femmes qui ne présentent pas de problème et ça peut se passer naturellement à la maison avec une assistance plus ou moins d'infirmière ou d'infirmier. Hein? Oui, des sages-femmes. Et donc, et après, les 5%, il y a des problèmes éventuellement qu'il faudrait assurer éventuellement avec une assistance médicale importante. Et sur les 5%, il y a vraiment 1% de cas vraiment sérieux qui nécessitent vraiment des connaissances et des interventions spéciales. Voilà, bon, j'ai essayé de faire le tour un petit peu en touchant ce point essentiel de la rupture du cordon et de tous les phénomènes avant et après qui s'ensuivent. Alors, ça, c'est impeccable. Adrien, il y a quand même quelques questions qui ont été remontées dans le chat. Est-ce que... Alors, il y a Nadège et David qui ont, comme d'habitude, levé la main. On va leur donner la parole et après, je demanderai aux autres personnes de la salle et éventuellement de relayer les questions. Merci à vous, David et Nadège. Alors, bonsoir à tous. On vous aime, on vous adore. Vous êtes géniaux. Voilà. La question qu'on s'est posée, nous, c'est qu'au niveau de l'accouchement violent, c'est-à-dire couper le cordon ombilical, qui peut avoir des incidences sur le cerveau, est-ce que ça ne peut pas toucher aussi la glande pinéale? Une incidence sur la glande pinéale, qui est quand même un élément de communication télépathique et de connaissance qui est très important. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé du corps éthérique et du système nerveux qui est touché en premier, mais derrière le système éthérique et qui sont étroitement liés. Bon, la glande pinéale, c'est une partie du cerveau et du système nerveux sympathique. Bon, donc, ça rentre aussi dans la catégorie matérielle, mais naturellement, la répercussion, c'est le fonctionnement des glandes, du cerveau et des forces éthériques qui assistent le corps physique de ce côté-là. D'accord, merci. Parce que nous, corps éthérique, désolé, on ne connaît pas trop le terme. Donc, c'est pour ça on pose la question. Vous pouvez appeler ça l'énergie vitale, si vous voulez. D'accord, ok. Qui est essentiel pour la communication entre les êtres humains, la connectivité télépathique, etc. quoi. Ben, sans énergie vitale, on est mort. Donc, après, il y a la quantité et le potentiel d'énergie vitale qu'on peut développer à l'infini. Il n'y a pas de limite. Il faut connaître les conditions, il faut connaître les processus qui empêchent ce développement. Et c'est ce corps éthérique qui est appelé le corps de la gloire, le corps du Christ, le corps vital. C'est toujours le même corps, les mêmes énergies qui sont en cause et qui sont d'ailleurs la base de la morale cosmique. C'est ce corps-là qui impose
des lois et des règles. Et si on ne veut pas les suivre, on détériore son corps éthérique, on détériore les forces vitales et on va vers la décrépitude, la maladie et la mort. Donc, Voilà, c'est vrai. on fait ce qu'on veut. On peut se détruire et on peut s'améliorer sans cesse. Et comme je connais beaucoup, parce qu'enfant, j'aimais bien étudier la vie de Jésus, et ben, par exemple, il disait à ses disciples, il faut que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et il parlait de vie intense. Et donc, il y avait la vie et puis la vie intense. Et ça sous-entendait ce travail sur le corps éthérique. D'accord. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée, Alors, je vous aime. Hein, nous aussi, on vous aime très très fort. Alors, j'ai relevé plusieurs, justement sur ce que tu disais, Adrien, Rick et Jérôme. On délègue beaucoup trop au corps médical de gérer la naissance. On n'est pas suffisamment informé sur la spiritualité liée à l'accouchement et sur le processus naturel. Et Odile qui disait, à l'heure actuelle, très difficile pour une maman d'exiger cette façon de couper le cordon. Par contre, nous pouvons donner aux couples quantité d'outils pour leur redonner leur pouvoir à ce moment. Pourquoi justement, vous étiez à la maison, hein, c'est ça, pour accoucher, Oui, Adrien oui. Non, mais c'est toujours le même problème. Regardez le problème des vaccins qui se profilent à l'horizon pour les enfants et puis pour tout le monde. Euh, euh, ça va être inévitable. Si vous ne voulez pas passer à la casserole, entre guillemets, eh ben, il faudra garder vos enfants à la maison. Moi, j'ai gardé mes enfants à la maison dès les années 70-80. On ne les a jamais confiés à qui que ce soit. Et, donc, en sachant qu'on aurait sûrement 10 fois plus de meilleurs résultats qu'en les confiant à tout ce que vous connaissez et qui est loin d'être parfait pour éduquer et instruire les enfants. Donc, et évidemment, le problème se pose. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de parents, mais ça n'est pas informé ni favorisé, parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui accouchent à la maison, mais elles sont très conditionnées, on leur met la pression, on les oblige à ce qu'il y ait, dès qu'il y a le moindre temps qui dure trop longtemps, d'après tel et tel critère de temps, voilà, il faut aller à l'hôpital tout de suite, elles n'ont pas le droit d'essayer d'assumer un maximum, etc. Bon, il y a vraiment, c'est très défavorisé, mais c'est permis. N'importe qui a le droit d'accoucher chez lui avec une assistance ou sans assistance. Après, c'est une question de préparation, de compréhension, d'évolution. Mais c'est sûr qu'en choisissant les cliniques, quoique quand on se renseigne, il y a des cliniques qui acceptent et qui tolèrent un certain degré de vous écouter et de vous suivre, bien qu'ils restent formatés dans un système où le temps, c'est de l'argent. Et donc, si, voilà, à une demi-heure près, ils vont vous discuter le coup. Moi, je pense à ma belle-fille, avant qu'elle accouche, ça s'est passé un peu plus long que prévu. Et au bout d'1 heure, 2 heures, qu'est-ce que c'est 1 heure, 2 heures? C'est pas beaucoup. Et c'était son premier accouchement. Eh bien, déjà, il lui avait dit, bon, si dans 1 heure, c'est pas là, on fait la césarienne. Bon, il voulait intervenir. C'est incroyable. Maintenant, on fait des césariennes pour un oui ou pour un non, alors que c'était la dernière des choses. Alors, comme l'enfant arrivait par le siège et que ça a été un peu plus long, un peu plus douloureux peut-être, eh bien, voilà, tout de suite, il capitule et il faut passer par la césarienne. Donc, alors que ce moment d'accouchement des femmes nécessite un contrôle, une maîtrise, surtout si elles se sont bien préparées, à la limite, c'est même un accouchement beaucoup moins douloureux. Ça dépend de leur état d'angoisse, ça dépend tellement de choses subtiles
Mais justement, rien n'est fait pour les mettre dans des bons états. Et elles sont dans des états de peur, de tension, qui ne facilitent absolument pas le travail de l'accouchement. Mais en tout cas, les cliniques vont regarder leur montre, vont s'imposer. Au début, ils vous laissent une liberté, mais s'il y a la moindre chose, ils vont s'imposer et vous n'aurez plus la main. Alors, dans la salle, qu'y a-t-il? Christophe, est-ce que tu as repéré une question ou as-tu toi-même une question? Voilà. Oui, il y a un petit point, bonsoir à tout le monde, bonsoir Adrien. Il y a un petit point qui est intéressant par rapport aux métaux, donc l'argent et l'or. J'aimerais bien une confirmation par rapport à ce qui a été dit, ce qu'il en pense Adrien. J'ai entendu dire qu'il y avait une formule pour faire de la farine d'or pour pouvoir amplifier justement ce cordon ésotérique qu'il employait à l'histoire il y a très longtemps. Donc, j'aimerais savoir s'il est au courant, si c'est vrai, si… Voilà. Oui, il y a plein de choses, mais là, on rentre dans un domaine, il faudra une soirée entière pour en parler, et encore, ça sera insuffisant. Moi, j'ai l'intention, dans quelques jours, quelques semaines, toujours en étant basé sur cette connaissance du monde éthérique, de parler très sérieusement, d'une façon plus approfondie de tout ça. Et vous avez dans tout le passé, de la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, dans tous les peuples, dans toutes les religions, même les connaissances athées, dans les mythes, dans les histoires païennes ou religieuses, vous avez plein d'informations qui nous font remonter jusqu'à une science universelle et qui a été maîtrisée à une époque et qui a disparu, qui est cachée, même si elle n'est pas cachée pour certains, elle est cachée pour la majorité, et ce qui nous donnerait un pouvoir de vie sur Terre tout à fait extraordinaire. Alors, maintenant, tu me parles de farine d'or, c'est ça? Oui, soi-disant, c'était à l'époque des pharaons, c'est-à-dire que ceux qui pouvaient penser, donc ceux qui avaient la haute société, on va dire, avaient droit à prendre cette farine d'or pour pouvoir communiquer plus facilement. Et voilà, c'est eux qui avaient la communication, soi-disant. Alors bon, après, c'est plus ou moins à des degrés plus ou moins symboliques, au premier degré ou au second degré. Disons qu'il y a des symboles qui sont employés pour répercuter ces connaissances et cette science. Il existe effectivement une quantité énorme, mais qui ont été révélées, c'est-à-dire revoilées. On révèle une vérité, mais c'est-à-dire qu'on la présente sous un voile, c'est encore voilé. Ce n'est pas la vérité pure. Et donc, c'est toujours avec tourné, avec un symbolisme, avec des images qui font avancer vers la vérité, mais ce n'est pas forcément complètement dévoilé. D'où le mythe de voir la vérité dévoilée, Isis dévoilée, etc. Donc, il y a tout ce processus des connaissances. Et parce que dans l'Antiquité, il y avait un pouvoir de ceux qui avaient cette science et qui étaient considérés comme des divinités par rapport au peuple. Et donc, effectivement, il y a des choses comme ça qui existent et encore une multitude d'autres. Tout ce qu'on peut trouver dans toutes les histoires parle et informe sur cette science. Merci. Alors, est-ce que l'un des animateurs peut prendre la parole et remonter 2-3 questions? Anthony, peut-être, tu as lu des questions? Philippe, ok, vas-y, active ton micro. Vas-y, Philippe. C'était pour témoigner par rapport à l'accouchement, parce que j'ai accouché mon fils. Oui. C'est un accouchement qui devait être fait à la maison, on était en Ariège à ce moment-là. Et bon, je ne reviendrai pas sur le contexte qu'il y a eu autour, sur les pressions, sur les personnes qui font les accouchements à domicile. Adrien en a parlé, c'est très bien. Et bon, en fait, il y a eu du retard à la naissance, et pratiquement jusqu'à 2 semaines de retard. Donc, on a dû
on a dû aller à l'hôpital de Saint-Jean-de-Verge à côté de Foix. Mais les circonstances ont été extrêmement extraordinaires parce qu'en fait, j'ai fait l'accouchement moi-même à l'hôpital. On était les seuls dans la pièce. La sage-femme qui était là-bas avait été prévenue par cette sage-femme dont elle savait qu'elle faisait sur le domicile. J'ai modifié le placement du lit pour qu'elle accouche en position avec la gravité, comme c'était fait avant. J'ai aménagé la maternité à ma sauce, enfin à notre sauce, parce qu'on était deux à décider. On a fait l'accouchement en travaillant avec les sons et la lumière, c'est-à-dire sur les colonnes de lumière pour faciliter la descente en travaillant avec les sons, parce que Laetitia faisait aussi du chant avec moi. Donc on a tout géré, la sage-femme n'est pas intervenue, sauf quand le petit est sorti, parce qu'il avait le cordon, il avait trois tours de cordon autour du cou, il était assez violacé. Donc elle a eu un truc extrêmement rapide pour lui enlever le cordon, mais elle me l'a remis entre nos mains, immédiatement. Et après, je l'ai pesé, j'ai tout fait tout seul. Et quand le médecin est arrivé, bien après, tout allait bien, il n'y avait aucun problème. On est rentré à 10h du matin à Saint-Jean-de-Verge, à 4h, on était de retour dans la vallée de la Rise et les amis nous attendaient. Donc c'est un accouchement à la maison, mais à l'hôpital, et fait maison. Donc un véritable coup de bol, mais je pense qu'il a été préparé sur d'autres plans pour qu'on ait la paix, puisqu'on n'était pas tout seul, il y avait quelqu'un qui veillait au grain d'un point de vue éthérique. Voilà. Ça me rappelle que j'ai oublié de terminer sur ma belle-fille qui avait accouché, donc, et on lui mettait la pression pour faire, puisque c'était un siège, donc on lui mettait la pression. Et puis en fait, ils ont été tellement surbookés dans l'hôpital qu'ils s'en sont plus occupés pendant plusieurs heures. Et du coup, elle a accouché naturellement, toute seule, tranquille. Alors, pour revenir à cette histoire d'accouchement en position allongée, je ne sais pas si c'est la vérité, mais ça ne m'étonnerait pas, qu'avant Louis XIV, les choses se faisaient comme ça, avec la gravité. Et paraît-il que monsieur voulait assister au spectacle, donc ils ont mis les femmes allongées. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas, parce qu'il était tellement farfelu, ce gars, que ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement, et c'est dans les annales de l'histoire de France, quand même. Oui, Un vieux Français assisté au spectacle. Voilà. Et fait, pour répondre à qui c'était qui parlait tout à l'heure, dans le 82, là, Christophe, pour ta question, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la poudre monoatomique de l'or. C'est une formule alchimique. C'est une poudre alchimique qui vient donc de processus d'alchimie spirituelle avec son corollaire sur l'alchimie matérielle. Et on en a retrouvé notamment dans la chambre du roi, dans la Grande Pyramide. Et c'est pas pour rien que c'était retrouvé spécifiquement là-bas. Mais c'est une poudre extrêmement puissante que les alchimistes, en découvrant la pierre philosophale, absorbaient en toute petite quantité et qui leur donnait une immortalité parce que ça avait une action directe sur le métabolisme du corps éthérique. Donc, il réinformait le plan physique par le corps éthérique directement. Voilà pour ton information. Donc, tu confirmes bien. Oui, oui. Et ce que tu peux faire, parce que moi, je travaille en parallèle de la technologie avec Grabovoi depuis quelques temps, tu peux appeler l'information de pouvoir absorber, de faire venir à toi l'information de la structure éthérique de la poudre monoatomique de l'or. Comme on peut, par exemple, capter une information éthérique d'une plante ou d'autre chose en spagyrie, en médecine. La spagyrie, c'est l'alchimie des plantes. On peut travailler sur l'informationnel à partir de n'importe quel élément. D'accord. Voilà. Et tu peux l'absorber soit par le laryngé, soit par le plexus solaire. Là, je vous donne des trucs assez intéressants à travailler. Oui, il faut un niveau d'éveil, c'est important, non? Ça dépend comment, toi, dans ton organisme, tu es déjà. Si tu es dans le tabac, l'alcool, la bouffe animale, c'est même pas la peine d'essayer. Il faut avoir fait le nettoyage au préalable. Ouais, puis en plus, j'ai pas de lingot d'or, donc. Ben, voilà. Merci, merci. Ben, merci Philippe pour ces explications. Impeccable. Alors, je vois que tout le monde est en train de dormir. Malcolm, est-ce que tu as pu remonter en lisant tout simplement ou en étant... Non, pas. J'ai pas de. Ah, j'ai pas mis j'ai un problème de lumière. J'ai pas retrouvé de remonter. Je peux pas remonter des questions directement liées à ce qui a été dit ce soir. Ok, c'est pas grave. Moi, j'en ai une. Désolé.
Il y a Oui, c'est pas Anthony qui grave. veut. Ouais, moi, Oui, il y avait des questions de Janine. Que penser de la naissance par césarienne? Euh, voilà, de plus en plus répandu. Bah, c'est une affaire de business pour moi, hein, déjà. Ensuite, Adrien, peut-être, comme d'habitude, c'est probablement un acte de violence exquise pour, comme d'habitude, créer ces moments de violence permanents, comme tu disais si bien. Et Ouais, sinon, c'est un oui, acte de dernier recours s'il y a vraiment quelque chose de catastrophique. Mais maintenant, c'est pratiqué à la moindre occasion, alors qu'une femme est capable, même si c'est très difficile et très dur, d'abord, si elles étaient mieux préparées en amont, ça n'arriverait quasiment jamais, ça, il faut le savoir. Et donc, bah, si les choses se sont tellement mal passées dans mauvaises conditions et du coup qu'il y a un problème important, de toute façon, la médecine en face ne va pas employer tous les moyens pour que l'accouchement se fasse naturellement. Or, on sait très bien que, en théorie, et puis après en approfondissant, pourquoi c'est extrêmement mauvais pour le développement de l'enfant, mais même pour la mère, il y a vraiment des énergies, des forces qui sont disjonctées parce que ça ne s'est pas passé correctement par les voies naturelles. Donc, on peut toujours dépasser et passer dans la chirurgie, mais on devrait mettre ça en dernier lieu, en dernier recours, et, euh, et ça devrait quasiment pas exister, quoi. il y a une Jeanne Jouvenel aussi qui voulait savoir, connaissez-vous les enfants Lotus? Après, ça te dit quelque chose, Oui, Adrien? oui, mais là, après, on va rentrer dans des tas de considérations de toutes les possibilités qui se manifestent après. Il y a les enfants indigo, il y a les enfants lotus. Bon, mais D'accord. après, c'est tous les chemins de vie possibles, imaginables qui vont se faire derrière. Mais c'est certain que il y a des êtres qui vont garder naturellement leurs énergies et les développer à l'âge où ça se développe et progressivement et naturellement. Et les choses vont se faire sans même qu'ils aient fait d'efforts et de travaux. Alors que pour d'autres, même s'ils prennent connaissance de ces forces qui permettent une meilleure vie et d'amplifier et d'enrichir la vie, ben, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour abattre les barrières et les traumatismes qui ont été mis à la base. Tout à fait, tout à fait. On a René qui est médecin et qui, du coup, va apporter son témoignage à toi, René. Oui, bonsoir. Non, c'est pas un témoignage, bien que Non, moi, mes enfants sont nés aussi dans une clinique à Châteauroux, plus exactement, avec une méthode qui s'inspirait de la méthode Le Boyer. Donc, j'avais bien étudié la question. Mais j'intervenais, c'était pour relayer une question concernant l'accouchement dans l'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'Adrien en pense? Mes enfants ne sont pas nés dans l'eau, ils sont nés dans l'air, hein. Oui, ben, ils sortent d'un milieu aquatique, marin, donc ça n'est pas un milieu étranger pour eux au niveau sensation. Et donc, le Boyer, effectivement, conseillait, au lieu de frotter un bébé avec une serviette, et le contact est bien plus rude et bien plus raide par rapport à la peau. Et donc, c'est souhaitable de tremper l'enfant, mais c'est pas forcément, il n'y a pas à se presser, ça peut attendre. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'eau, c'est un milieu qui connaît la chaleur, le fluide, le liquide, donc ça le rassure et ça le remet dans un bain. Donc il redécouvre le bain tout de suite en étant sorti de son premier bain. Donc c'est une connexion qui est très favorable pour le bébé. Et par rapport aux mères qui aiment et qui souhaitent et qui sentent bien d'accoucher dans l'eau, sachez qu'une fois de plus, en Russie, c'est pratiqué, même dans la mer, alors qu'il y a le froid. Mais voilà, faut savoir qu'il y a toute une philosophie sur le froid qui est favorable à la vie et aux forces éthériques. Faut savoir qu'il n'y a pas plus fort, grande force éthérique que quand il neige.
et la neige est liée au froid. Bref, en tout cas, le froid, bon, faut avoir une certaine philosophie, une psychologie là-dessus, mais c'est pratiqué par des mères en Russie, par exemple, des accouchements dans l'eau de mer. Et que ça soit dans l'eau chaude ou dans l'eau de mer, il y a des femmes qui ressentent ce besoin, comme il y a des femmes qui ressentent d'être plus ou moins dans telle et telle position, qui favorisent par rapport à ce qu'elles sentent et tout ça. Donc, après, la multiplicité des personnes et de leurs besoins et de leurs sensations fait que ça va se passer de 36 manières. C'est pour ça que là, il y a une grande liberté d'action. Par contre, ces actes de clamper, de couper le cordon ombilical, et pour des raisons complètement dingues, et qui mettent la vie, qui sapent la vie au départ, ça c'est des choses que tout le monde devrait essayer de respecter cette phase-là, et d'attendre la flétrissure qui signale l'endroit exact où, parce que d'un bébé à l'autre, ça ne va pas être le même endroit. Alors qu'eux, ils coupent systématiquement au même endroit, quel que soit si c'est bien ou pas bien. Par rapport à chaque enfant, l'endroit n'est pas pareil. Oui, parce que dans le cordon, il y a un gel qui se dessèche automatiquement au bout d'un certain temps. Donc, en fait, il y a un clampage naturel qui se fait. Voilà. Et ben voilà, on a l'explication. Il y a Sylvie Bouvarel qui dit on peut faire un isothérapie pique avec le placenta pour soigner l'enfant ultérieurement. Oui, mais vous savez, il y a même des femmes qui font comme les animaux, qui mangent le placenta parce qu'elles récupèrent du calcium et souvent la femme, après avoir accouché, a éventuellement perdu du calcium. Bon, ça dépend aussi de son hygiène de vie pendant la gestation. Bon. Mais disons que les animaux qui font ça instinctivement, eh bien, ça met en évidence que si les animaux le font, c'est qu'il y a instinctivement un besoin physique, biologique, qui est tout à fait valable et naturel. Bon, maintenant, l'humain ayant les sens, le goût et la sensibilité différentes, bon, c'est pas évident pour tout le monde de passer par là. C'est pas obligé de faire comme les animaux. C'est pas forcément un modèle. Anthony, tu avais repéré des questions, Anthony? À toi. Oui, mais tu viens de la poser en fait, Delphine. Donc, ah mince. Voilà. Il y a Rosemary qui nous dit dans le chat quelquefois les placentas ont été utilisés pour soigner les escarres avec succès. On a Marie qui fait remonter pardon, du temps. On vient de dépasser 10 heures. Oui. Donc voilà, juste pour être conscient de l'heure et je vous laisse continuer les petites questions. Oui, merci. Rick et Jérôme qui nous dit tout à fait d'accord avec les propos d'Adrien. Merci beaucoup pour cet exposé. Bel exposé, Adrien. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu de fleurs. Hein, c'est super, au moins. Donc oui, ce qu'on disait, on délègue beaucoup trop au corps médical de gérer la naissance. On n'est pas suffisamment informé sur la spiritualité liée à l'accouchement et sur le processus naturel. Ça, c'est vrai. Donc le but justement du CNT, c'est de réinformer, de pouvoir enfin choisir en pleine conscience ce que nous souhaitons réellement faire. Comme disait Adrien, 95% des personnes, 80, peut-être même plus, hein, non, peut-être comme tu disais, seulement 1 seul % réellement nécessite une intervention hospitalière, et par conséquent, on doit pouvoir réussir à enfin reprendre le que pour le business, évidemment, on fait d'une façon générale, on fait peur à toutes les femmes pour qu'elles passent tous dans les hôpitaux, alors que c'est le contraire. Les 95% devraient fonctionner naturellement à la maison avec ou sans assistance. Bon, ça, c'est à chacun de décider. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, ça c'est la réalité scientifique. Mais c'est comme tout, hein, on nous fait peur, on nous écrase, on nous oppresse,
pour qu'on file dans le secteur d'être assisté et de payer. Et voilà. Oui. Oui, évidemment, on est dans ma meilleure amie, elle a même pas eu quoi que ce soit à dire. On lui a fait une césarienne. Elle était évidemment dans une clinique privée et je pense qu'il fallait rentabiliser le bloc opératoire. Évidemment, ben, maladie nosocomiale et des sutures qui se sont très très mal rebouchées, que des conséquences bien sûr à long terme. Et il n'y avait aucune raison de passer par la voie hospitalière, hein, n'importe quoi. Enfin bon, bref. Et bien sûr, c'est planifié, hein, c'est tout organisé, donc pour eux, c'est l'idéal, hein. C'est plus facile qu'un accouchement naturel. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre chez Nicolet, la vie éthérique, ce serait un sujet intéressant. Voilà. Ça peut être intéressant. On verra ça un peu plus tard. Voilà. Il est 22h06. Oui. Rico qui nous dit les élites boivent du champagne à la feuille d'or pour faire des golden punk. Pour faire des golden crottes. C'est pas mal. C'est pas mal. N'importe quoi. Et là, il m'a fait un fou rire. Il faut que Malcolm, tu prennes le relais. Sacré Nico, ouais. Ok, on va laisser la parole à Philippe, je crois. Et je vais couper mon micro aussi. Pardon, parce qu'il sera vraiment important, si les choses avancent dans le bon sens, une réinformation de ce pays, de réhabiliter totalement un homme d'une valeur inestimable, qui a tout donné. On est dans quel siècle? On est en 2000, il est mort en 1925, de Rudolf Steiner. Steiner a écrit sur tous les sujets possibles. Il a développé dans des détails extrêmement avancés de par ses capacités de clairvoyance, de vision dans le futur, de vision dans le passé en tant que grand initié Rose-Croix. Il a développé énormément de choses en tant qu'impulsion pour une civilisation digne de ce nom en Occident. Et il a notamment fait des cycles de conférences, la vie entre la mort et nouvelle naissance, les procédures de naissance, qu'est-ce qui se passe après l'arrêt du cœur physique à la mort, tout ça. Et il serait peut-être temps que beaucoup de questions lesquelles les gens se posent ont déjà eu des réponses il y a un siècle. Tout a été dit pour énormément de sujets. Il suffit éventuellement de peut-être modifier des fois certaines manières de tournure d'esprit, puisque c'était avec la mentalité de l'époque. Steiner s'adressait à des gens d'il y a un siècle, qui ne comprenaient peut-être pas autant qu'on peut comprendre les choses maintenant avec l'accélération vibratoire de beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut réactualiser Steiner de manière réellement dynamique dans toutes les strates de la société, dans l'économie, dans la politique. Il a fait tellement de bien, il a dit tellement de choses sur la tripartition sociale, et j'en passe, que tout est à utiliser chez Steiner, et je pense qu'Adrien est entièrement d'accord avec moi. Tout à réactualiser, et le CNT aurait tout intérêt à s'appuyer beaucoup sur ce que Steiner a imputé. Je ne parle pas de Steiner, l'anthroposophe. Je ne parle pas de Steiner, fondateur de l'anthroposophie, pour se démarquer de la loge orientale, de la théosophie. Je parle du Steiner, l'homme spirituel, et qui peut-être, d'après ce que je ressens, est revenu sous les traits de Grabovoi. Mais ça, c'est mon sentiment personnel. Voilà. De Grégory Grabovoi. Et il faut commencer par mettre en place le CNT. Hein. Voilà. Donc, on va conclure comme ça, c'est-à-dire que pour arriver justement à instaurer des vérités et choisir, mesdames, en toute conscience, pour tous ceux qui ne sont pas inscrits au CNT, il faut impérativement que vous le soyez, de façon à ce que vous passiez à l'action, que vous soyez mis en contact avec un référent local, et derrière, eh bien, on sera enfin
en nombre pour nous imposer, demander aux forces de l'ordre donc de nous accompagner et d'enfermer tous ces psychopathes du gouvernement et de pouvoir enfin instaurer des belles choses, changer ce monde et réussir enfin à vivre heureux avec le maximum de bonheur, je dirais, et de bon sens. Et de bon sens. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à rajouter? Marie-Noël, tu aurais quelque chose à rajouter, peut-être en tant que maman, peut-être, avant de clôturer cette émission, ou des papas qui ont envie de témoigner ou de terminer? Moi, je pourrais dire une chose, si tu veux bien. Aujourd'hui, j'étais à Place de la République par rapport au sujet de Adama Traoré. Et ce que j'ai vu, c'est des gens mobilisés. Et ils n'étaient pas derrière leur écran. Ils se sont mobilisés pour une cause. Et donc, j'invite à tous nos auditeurs, à tous les youtubeurs, d'en faire autant. Parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir changer les choses. Je suis très heureux de vous voir tous les soirs et de pouvoir échanger avec vous. Mais prenez conscience que c'est parce qu'on sera tous unis dans un seul mot d'ordre, c'est-à-dire créer un autre monde, que les choses marcheront. Voilà, donc inscrivez-vous, venez nous rejoindre, parlez-en autour de vous. Si tous on en parle à une personne et puis une autre personne en parle encore à une autre personne, et ben là, on arrivera vraiment à faire quelque chose. Voilà. Merci à tous, merci à vous tous. Demain, commentaire de l'actualité. Vous aurez évidemment notre cher dirigeant psychopathe qui fait un discours. Ce discours sera allègrement écouté de façon à pouvoir le commenter. Donc, l'émission de ce soir s'intitule Commentaire de l'actualité. Mais évidemment, l'idée, c'est de commenter un petit peu le discours pour savoir un petit peu d'où viennent les informations, quelles sont les conséquences et quelles sont les actions évidemment que nous aurons à l'avenir, ce qu'il va nous arriver entre guillemets et ce que nous aurons à faire pour probablement contrer cela. Voilà. Ce soir, la mosaïque vous dit bonsoir. Merci à tous et à toutes dans cette salle. Nous invitons bien sûr les youtubeurs à nous rejoindre, à être actifs. J'aimerais prendre la parole avant qu'on parte là. Ah non, non, monsieur Augras, non. On va allègrement rendre l'antenne et on parlera hors antenne. À bientôt, à demain, si vous le voulez bien.